Très bien. Donc, l'enregistrement est en cours. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, François Roch, professeur titulaire au département des sciences juridiques de l'UQAM et co-directeur avec mon collègue Blaise Pascal Mihigo de l'Observatoire du CIM sur l'agenda 2030 des Nations Unies. Bienvenue à cette conférence midi intitulée Lutte contre le trafic international des espèces sauvages menacées d'extinction, évaluation de la mise en œuvre de la Convention de Washington de 1973 ou si vous préférez la Convention CITES. Avant de passer la parole au conférencier du jour, quelques mots sur lui. Donc, le professeur Cléo Machini Mwata est titulaire d'un doctorat en droit de l'Université de Gand en Belgique. Il est également titulaire d'un master en droit international de l'Université catholique de Louvain, d'un master 2 en droit international et comparé de l'environnement de l'Université Limoges et d'une licence en droit de l'Université de Kinshasa. L'invité du jour est présentement professeur et vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de droit de l'Université pédagogique nationale à Kinshasa, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire en droit de l'environnement, chercheur associé au Centre de recherche en sciences humaines, membre de la Commission mondiale du droit de l'environnement de l'Union internationale pour la conservation de la nature et cofondateur de Juristral et avocat. Notre conférencier a un dossier de publication très étoffé. Donc, il est l'auteur de plusieurs monographies, articles de périodiques. Il a donné plusieurs conférences. Il a aussi une riche expérience professionnelle dans le milieu des ONG, mais aussi dans certaines institutions publiques et cabinets politiques. Et je vous invite tout particulièrement, au regard de ses publications, à prendre connaissance de son dernier ouvrage qui a été publié chez l'Harmattan et qui porte justement sur la thématique de la conférence. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole et je le remercie grandement pour sa générosité et son temps. Donc, bonne conférence à tous et à toutes. Professeur Machini Mwata, la parole est à vous. Un tout grand merci, professeur François Roch. Merci également au professeur Blaise Pascal et à l'Observatoire pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir animer cette conférence de midi de ce jour. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation en ligne? Oui, on la voyait. Oui, nous voyons. Voilà, parfait. Voyons votre publication. Voilà, donc, comme l'a dit le professeur François, la présentation porte sur la lutte contre les trafics internationaux des espèces sauvages menacées d'extinction, évaluation de la mise en œuvre de la Convention de Washington. Voilà ce que je vous propose au menu pour ce midi. Il y a une brève introduction, puis je vais développer le cadre conceptuel. Vous voyez, j'utilise plusieurs termes qui conviendraient que nous puissions clarifier. Puis, dans un point 2, je vais vous parler de la crise. C'est la crise qui est liée justement au trafic international de ces espèces sauvages menacées d'extinction. Dans un point 3, je vous parlerai de la CITES, des mécanismes qui sont mis en place, du bilan et des perspectives avant de pouvoir chuter par une brève conclusion. En introduction, nous devons retenir que la question principale de notre étude et de notre présentation de ces jours porte sur la CITES. Et là, on se demande, est-ce que cette convention permet de lutter contre la crise liée aux espèces sauvages? Quid de son effectivité et de son efficacité? On retiendra que ça fait déjà 51 ans depuis que la convention de la CITES a été signée. C'est une convention qui date de 1973. Et en dépit de la signature de cette convention, le trafic international de faune sauvage et de flore continue à prendre des proportions. Et l'augmentation constante du volume des saisies en est un des forts indicateurs. Et tout au long de cette présentation, je reviendrai avec quelques statistiques, notamment sur les différentes saisies qui sont réalisées partout au travers le monde. C'est un trafic qui génère 23 milliards de dollars par an. Vous voyez qu'il est question des gros chiffres.
Et malheureusement, ces pratiques sont facilitées par l'habilité. Ah, pourquoi on a droit? Cette évaluation, nous l'avons réalisée tant au niveau mondial que national. Au niveau mondial, parce que, comme vous le savez certainement, les conventions internationales ont vocation à pouvoir s'appliquer sur les territoires des parties contractantes. Et dans le cadre de cette étude, justement, nous avons pu mener une recherche pour essayer de voir, parler de l'application, de la mise en œuvre de la Convention de la CITES au pays, de la Belgique et de la République démocratique du Congo. Pour réaliser cette évaluation, nous avons mobilisé 41 indicateurs, 16 pour évaluer la mise en œuvre de la Convention au niveau mondial et 25 pour une évaluation au niveau national. S'agissant du premier point, les cartes conceptuelles, vous voyez que tout au long de cette exposé, je vais utiliser 4 concepts qu'il conviendrait de pouvoir clarifier dès le départ. Le tout premier, c'est la criminalité ou le trafic des espèces sauvages. Quel est le contenu qu'on doit donner à ces concepts? Le deuxième, c'est espèces sauvages ou espèces. Le troisième, c'est extinction ou menace d'extinction. Et là, je vous parlerai de la classification de l'UICN. Et le quatrième concept, la Convention de Washington. Qu'est-ce que la criminalité liée aux espèces sauvages? C'est un terme que nous utilisons souvent. Par criminalité liée aux espèces sauvages, il faut entendre soit le braconnage, le commerce, la possession, le transport et même la simple consommation des dites espèces en violation du droit national ou international. Vous voyez que ça renvoie à un des principes sacro-saints du droit pénal, nullum crimen, nulla poena sine lege. C'est donc le principe de la légalité des délits et des peines, parce que là, on est en train de parler des crimes, et ce sont des crimes qui sont liés aux espèces sauvages. Et de façon spécifique, le trafic des espèces sauvages, ça veut simplement dire commerce illicite ou commerce illégal. Et comme je l'ai dit, ce commerce est souvent, c'est un crime transnational organisé qui est souvent facilité par des crimes dits passerelles, dont la corruption, le blanchiment d'argent et la cybercriminalité, et qui implique généralement la complicité de certains responsables gouvernementaux de haut niveau. Et la lutte contre cette criminalité a pour objectif, pour finalité, de pouvoir réduire la destruction de la faune et de la flore. Le deuxième concept que nous utilisons, ce sont les espèces sauvages. Et là, j'ai quasiment fait pour vous un petit album que j'ai tiré aussi de la CITES. Vous voyez, ce sont toutes ces espèces qui n'ont pas été domestiquées. Donc, c'est par opposition aux animaux et aux plantes domestiquées. Là, il s'agit des espèces qu'on retrouve en milieu naturel, telles que les chimpanzés, les pandas, les okapis, les lions et toutes les autres espèces animales et végétales. Le troisième concept, c'est l'extinction ou la menace d'extinction. Et là, je fais recours à une structure, à la structure de catégorisation de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est pour vous permettre de pouvoir mesurer l'ampleur justement de cette criminalité. Selon l'UICN, il y a tout au haut de la pyramide, vous voyez, ce sont les espèces qui sont soit éteintes totalement en noir, puis il y a des espèces qui sont éteintes à l'état sauvage, mais dans cette catégorie où il est écrit menacé, il y a trois sous-groupes. Il y a les espèces en danger critique, des espèces en danger, puis il y a des espèces vulnérables, et tout en dessous, nous avons des espèces quasi menacées ou des espèces, ainsi que des espèces
des préoccupations mineures. Donc ça, c'est la catégorisation de l'UICN. Et là, ce qui nous intéresse, ce sont les espèces menacées. Et vous verrez que je mettrai l'accent sur certaines espèces comme l'éléphant, comme les pangolins, les perroquets gris à queue rouge. Donc ce sont des espèces qui sont soit en danger critique, soit en danger ou soit vulnérables. Et le troisième concept, c'est bien évidemment la CITES. On peut se demander, mais qu'est-ce que la CITES? C'est la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. C'est une convention qui a été signée à Washington le 3 mars 1973. Donc, ça fait déjà 51 ans et bientôt 52 ans depuis que cette convention a été signée. Il était donc normal, après plus d'un demi-siècle d'existence, qu'on puisse l'évaluer. La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. À ce jour, la convention compte 184 parties, dont le Canada, qui est parti à la CITES depuis 1975, la RDC depuis 1976 et la Belgique depuis 1984. L'objectif de cette convention est de pouvoir garantir que le commerce international des espèces inscrites dans ces annexes, ainsi que des parties et produits qui en sont issus, ne mettent pas en danger la survie des espèces et reposent sur une utilisation durable. Donc, vous comprendrez qu'à la base, la convention de la CITES n'est pas une convention à proprement parler environnementale, mais c'est plutôt une convention qui régule le commerce des espèces de faune sauvage. Donc, ce n'est pas une convention qui porte sur la protection des espèces à proprement parler, mais ça permet de réguler le commerce et le commerce international des espèces de faune. Son régime juridique repose sur 3 annexes. Je reviendrai un peu plus tard. Comment est-ce que cette convention fonctionne? Comme la plupart des conventions, il y a une conférence des parties. Et celle de la CITES se réunit chaque 3 ans. Puis, il y a des comités. La conférence des parties réunit les différentes parties à cette convention, les 184 parties. Puis, il y a des comités. Il y a un comité permanent qui se réunit annuellement, généralement à Genève, à son siège. Il y a un secrétariat, il y a 2 commissions, dont une commission pour les plantes et une commission pour les animaux. Il y a au niveau national, la Convention exige que chaque État ou chaque partie puisse désigner un organe de gestion ainsi qu'une autorité scientifique. Et cela travaille bien évidemment avec tous les agents chargés de l'application de la loi. La Convention a plusieurs partenaires, dont l'Organisation mondiale des douanes, Interpol, le PNUE, ainsi que quelques ONG comme Trafic, mais il y a également l'UICN qui joue un rôle très important dans cette architecture. Voilà les cadres conceptuels présentés. Je vais maintenant vous parler de la crise. Et là, je voudrais déjà attirer votre attention. Je pense que vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge sur votre écran. C'est normal qu'il y ait du rouge parce que c'est vraiment pour attirer votre attention. À ce jour, selon la dernière version de la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, la version 2024, à ce jour, nous avons 46 300 espèces qui sont menacées d'extinction. Si nous revenons à la catégorisation de l'UICN que je vous ai présentée, vous verrez qu'il s'agit des espèces menacées d'extinction. Et lorsque ces espèces vont dépasser ce niveau de menace, eh bien, le niveau supérieur, c'est l'extinction quasiment. Et parmi ces 46 300 espèces, vous voyez, il y a 41% des amphibiens, 26% des mammifères, il y a les oiseaux, il y a les serpents, les reptiles, ainsi de suite. Mais au total, nous avons 46 300 espèces qui sont menacées d'extinction. Cette menace n'est pas simplement due au commerce. Bien évidemment que le commerce joue un rôle très important. Le commerce, qu'il soit légal ou illégal, parce que, je l'ai dit, la Convention de la CITES vise à réguler
le commerce international des espèces de faune et de flore. Et donc, il existe un marché légal par lequel les personnes ou les États, les particuliers peuvent commercialiser certaines espèces, mais il y a également un marché illégal, ce qui se fait en violation de la réglementation tant nationale qu'internationale. Il est vrai que cette menace d'extinction n'est pas totalement due au commerce comme tel. Il y a également d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, tels que la destruction des habitats, ainsi de suite, mais aussi les changements climatiques. Comme vous pouvez le voir pour le moment à l'écran, il y a ce qu'on appelle l'effondrement mondial de la faune sauvage. Et là, c'est les résultats d'une étude qui a été réalisée pour les années entre 1970 et 2016, une étude publiée en 2020. Et vous verrez qu'il y a la Terre est en train de perdre beaucoup de ses ressources en faune et en flore. Vous verrez par exemple qu'au niveau, tout au milieu, au niveau de l'Afrique, l'Afrique à ce jour a déjà perdu 65% de sa faune. L'Europe et l'Asie centrale, 24%. L'Amérique du Nord, 33%. L'Asie-Pacifique, 45%. L'Amérique latine et les Caraïbes, 94%. Et au total, la Terre a perdu 68% de ses ressources en faune. Donc, vous voyez que si rien que sur une période de 50 ans, soit de 1970 à 2016-2020, la Terre peut perdre 68% de ses ressources, je n'ose pas faire des projections sur les 10, 20, 50 prochaines années. Et le trafic des espèces sauvages vient en 4e position des activités illégales les plus lucratives au monde. En première position, nous avons le trafic de drogue. En 2e position, la traite d'humains. En 3e, le trafic d'armes à feu. Et juste après, en 4e position, c'est le trafic des espèces sauvages. Vous voyez donc que c'est un trafic qui permet de générer beaucoup d'argent, malheureusement. Ce commerce illégal génère entre 7 et 23 milliards de dollars de revenus par an au niveau mondial. Ce commerce peut inclure une variété d'activités criminelles allant du trafic à la fraude, en passant notamment par la corruption, comme nous l'avons dit. Plus de 1 million de pangolins ont fait l'objet d'un trafic sur une période de 10 ans. Et les données de 2019 indiquent qu'un pangolin est braconné toutes les 3 minutes. Je pense que là, j'ai déjà fait près de 10 minutes. Et depuis que j'ai commencé à parler jusqu'à maintenant, il y a au moins 3 pangolins qui sont déjà braconnés, malheureusement. Près de 7 décès sur 10 des éco-gardes ou des gardes-parcs est l'œuvre des braconniers et des trafiquants. Et plusieurs autres espèces sont capturées, confisquées, perdues ou tuées chaque année en raison du commerce illégal. Il n'y a pas que le pangolin, il y a également l'éléphant d'Afrique qui est en difficulté. Selon l'UICN, il y a peu, nous avions près d'1 million de spécimens et à ce jour, c'est à peine 415 000. Donc, vous voyez que nous avons déjà perdu plus de 50% de spécimens. L'éléphant des forêts est en baisse depuis ces 30 dernières années. Il y a une baisse de 86% observée. 60% de baisse des diminutions de l'éléphant des savanes. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'en 2008, ces 2 sous-espèces, soit l'éléphant des forêts et l'éléphant des savanes, étaient classées comme étant des espèces vulnérables. Mais depuis 2021, les 2 espèces sont classées comme étant en danger critique d'extinction. Et vous voyez que juste après le danger critique, c'est l'extinction qui s'ensuit. Comment ne pas craindre une extinction lorsqu'on voit de telles images? Vous voyez les images de droite, ce sont des éléphants qui sont malheureusement tués. Et à droite, vous avez le butin
tout ce qui est prélevé comme ivoire, et c'est cet ivoire qui est commercialisé. C'est notamment à cause d'une demande croissante des produits de l'ivoire que les braconniers vont faire des prélèvements afin de pouvoir en tirer le profit. Le pangolin, comme nous le disions, est en danger critique d'extinction, que ce soit les 8 espèces. Il y a 4 espèces en Afrique et 4 autres espèces en Asie. Et comme nous l'avons dit, chaque 3 minutes, il y a au moins un pangolin qui est braconné. Et voici le fruit du braconnage des pangolins. Vous avez vu, le pangolin c'est pas comme un éléphant, hein, c'est une petite bête avec très peu d'écailles. Mais lorsque vous pouvez voir autant de sacs d'écailles des pangolins, autant de conteneurs contenant les écailles des pangolins, je n'ose pas imaginer combien de spécimens ont été massacrés pour pouvoir retirer ces écailles de pangolins. Nous avons pu analyser les rapports de l'UNODC. L'UNODC publie depuis 2016 le rapport mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages. Le premier rapport a été publié en 2016, le deuxième en 2020 et le troisième récemment, début 2024. Et de l'analyse de ces différents rapports, nous avons pu établir une comparaison des sources de saisie par région et dégager ainsi les degrés des efforts réalisés à ces niveaux. Les graphiques sont assez clairs. Vous voyez par exemple au niveau de l'Afrique, nous avons en bleu, c'est le rapport de 2016, en orange, le rapport de 2020 et en gris, le rapport 2024. Vous verrez que les saisies qui ont été signalées au niveau de l'Afrique en 2016 représentaient à peine 1%. En 2020, c'est passé à 1,9%, soit 2%. Et en 2024, nous en sommes arrivés à 18% des saisies. Vous voyez qu'en quelques années, ça montait vertigineusement. En Europe, en 2016, nous avions près de 14%. Puis en 2020, 23,2%. Et il y a eu une baisse en 2024 jusqu'à 2%. En Amérique du Nord, nous constatons qu'il y a en 2016, il y a eu près de 46% des saisies qui ont été réalisées. Et en 2020, il y a eu une petite baisse jusqu'à 38%, ainsi de suite. Donc, vous voyez que globalement, nous n'avons pas chaque fois les mêmes chiffres, il y a des fluctuations, mais la situation reste toujours inquiétante. Nous avons pu comparer la quantité d'éléphants disponibles et les niveaux de braconnage afin de vous donner une idée sur cette crainte d'extinction que nous avons. Et une étude a été réalisée pour 3 sous-régions d'Afrique, soit l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est. Au total, le nombre d'éléphants dans ces 3 sous-régions est estimé par l'Union internationale pour la conservation de la nature entre 110 et 132 000. 110 à 132 000 espèces. Mais le niveau de braconnage annuel, c'est 17 431 éléphants qui sont braconnés annuellement. Donc, vous voyez, ça représente à peu près 15% des effectifs de cette espèce, alors que l'on sait que l'éléphant n'acquiert sa maturité sexuelle que vers 12 ans, alors que l'on sait que l'éléphant, s'agissant de sa procréation, c'est un éléphanteau seulement, mais rarement, soit près de 1% seulement d'éléphants peuvent donner naissance à 2 éléphantaux. La gestation moyenne est de 20 mois, donc près de 20 mois, c'est presque 2 ans. Et
Et donc, vous voyez qu'à cette allure, avec 17 000, près de 20 000 espèces braconnées chaque année, d'ici 10 ans, 15 ans, il n'est pas exclu que l'éléphant puisse s'éteindre. S'agissant de la chaîne d'approvisionnement de ces commerces illégaux, vous voyez, je fais une répartition pour vous. Il y a, partant de droite vers la gauche, il y a les pays sources, le pays des transits, puis les pays des consommations. Et comment cette chaîne s'approvisionne? Il y a au niveau local, donc au niveau des pays sources, il y a des braconniers locaux qui travaillent seuls ou qui peuvent également travailler en groupe. Il y a des chasseurs professionnels au niveau national et ou international. Puis, il y a des groupes criminels. Ceux-ci sont en contact avec des intermédiaires locaux, ainsi qu'avec le marché intérieur. Et puis, le fruit de leur travail rentre dans une chaîne logistique. Généralement, ça passe par un pays de transit. Par exemple, dans l'étude, on a pu constater que certains ou la quasi-totalité des produits qui sont prélevés en RDC ou en Afrique centrale transitent généralement par l'Europe avant de pouvoir inonder les marchés asiatiques. Et du côté des pays consommateurs, il y a toute cette logistique qui assure la distribution. Il y a également des intermédiaires au niveau de chaque État, de chaque pays consommateur. Il y a un marché intérieur et ces produits servent pour la fabrication des médicaments comme aliments, comme animaux domestiques, mais également comme biens de consommation. Voilà l'ampleur de cette criminalité. Et cette criminalité a des impacts néfastes tant sur la santé, c'est le cas des zoonoses, c'est le cas de COVID-19 qui nous a paralysés il y a quelques années. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 75% des maladies émergentes sont transmises à l'homme par les animaux sauvages. Les zoonoses sont donc des maladies à la base qui sont des maladies des animaux, mais qui arrivent malheureusement à contaminer l'homme. Ce trafic a également des impacts sur la sécurité internationale et nationale. Dans plusieurs rapports, on peut y lire que le trafic des espèces sauvages est un facteur d'accentuation de l'instabilité et de l'insécurité mondiale. Et il y a plusieurs résolutions de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies qui l'attestent, notamment la résolution 2121 de 2013. Et bien évidemment, avec tout ce que cela génère comme gain, les braconniers, les criminels, lorsqu'ils descendent en forêt, ils n'y vont plus avec des petites armes, des petits calibres, mais ils y vont avec des armes de guerre, avec des drones, des hélicoptères et pourquoi pas des chars de combat. Cette criminalité a également un impact sur la biodiversité. Il y a un épuisement de la biodiversité, comme nous l'avons dit en analysant ou en présentant le rapport de la liste rouge de l'UICN. Il y a 46 300 espèces qui sont menacées d'extinction. Ça a un impact sur la jouissance des droits humains, ce qui est normal lorsque il y a beaucoup d'argent en jeu. Les braconniers, les criminels n'hésitent pas à éliminer des vies, à éliminer tous les témoins gênants. Et malheureusement, il y a également les éco-gardes qui en souffrent. Et plusieurs éco-gardes sont tués par des criminels qui cherchent à apprivoiser les ressources de faune. C'est également un impact sur l'économie et sur le développement. Il va de soi parce que c'est un commerce qui est illégal. Il n'y a donc pas de taxes, pas d'impôts. Il y a donc comme ça une fuite de ressources qui pourraient être captées par l'État. Et donc malheureusement, ça a des impacts néfastes qui peuvent avoir des répercussions tant sur la santé humaine que sur sa sécurité.
Dans un troisième point, je vais vous parler de la CITES, des mécanismes qui ont été mis en place, du bilan et des perspectives. Et là, d'entrée de jeu, je commence par préciser qu'en dehors de la sphère purement commerciale, où nous avons des normes comme la CITES, les normes de l'OMC, il existe plusieurs autres conventions spécifiques qui protègent l'environnement de façon globale. C'est notamment la Convention sur la diversité biologique qui a été signée à Rio de Janeiro en 1992. Il y a la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, Convention de Bonn de 1983. Mais à côté de cet arsenal, il y a également d'autres conventions qui viennent renforcer la lutte contre tout type de criminalité. Il y a notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale de 2000, la Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003, mais il y a également la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme. Mais dans ces cadres spécifiques, nous allons parler des mécanismes qui sont mis en place dans le cadre de la Convention de Washington. Il y a tout d'abord un système de régulation qui a été mis en place. Donc, la Convention elle-même met en place tout un système pour assurer un commerce qui garantisse la survie des différentes espèces. Il y a des politiques et des résolutions contre le trafic des espèces sauvages et il y a un consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages qui a été mis en place par la CITES. S'agissant de la régulation ou du système mis en place par la CITES, comme nous l'avons déjà évoqué, le régime juridique de la CITES repose sur 3 annexes. L'annexe 1, l'annexe 2 et l'annexe 3. Et périodiquement, les parties inscrivent dans ces annexes les différentes espèces et l'inscription dans une des annexes garantit ou assure un niveau de protection différent. Les espèces qui sont inscrites à l'annexe 1, ce sont des espèces en voie d'extinction qui peuvent être touchées par le commerce. Et donc, le commerce de ces espèces est interdit. À l'annexe 2, ce sont des espèces non spécialement menacées d'extinction, mais dont le commerce doit être contrôlé pour éviter qu'elles les deviennent. Et là, il y a donc un régime d'autorisation, mais contrôlé. Et à l'annexe 3, ce sont les espèces qui sont protégées individuellement par des pays qui recherchent la coopération des autres parties pour faire en sorte que l'exploitation illicite n'ait pas lieu. Parce qu'il y a certaines espèces qui sont endémiques. Par exemple, pour la RDC, il y a l'okapi, il y a le bonobo. Et pour ces espèces qui sont endémiques, lorsqu'il y a diminution, c'est le pays qui demande son inscription dans une des annexes de la CITES. Et généralement, on inscrit ces espèces au niveau de l'annexe 3. Il y a des documents CITES qui sont exigés pour que le commerce puisse se faire. Il y a 4 types de documents. Il y a des permis d'exportation qu'il faut obtenir auprès d'un organe de gestion CITES national. Il y a le permis d'importation, il y a le certificat de réexportation et il y a d'autres certificats. La Convention et ses annexes sont contraignantes, mais une législation nationale est nécessaire pour en faire appliquer les dispositions. Et cette législation nationale doit tout au moins désigner un organe de gestion et une autorité scientifique, conformément aux articles 3 à 4 de la Convention. Ce sont ces organes qui délivrent notamment les permis et les différents certificats que je venais de mentionner. La législation nationale doit interdire le commerce de tous les spécimens CITES en violation de la Convention. La législation nationale doit sanctionner le commerce illicite. Là, ce sont des sanctions pénales frappant soit les commerces, soit la détention de tels spécimens ou le 2, selon l'article 7, paragraphe 1er. Et enfin, une bonne législation nationale doit permettre
la confiscation des spécimens possédés ou commercialisés de façon illégale. Vous voyez, je peux faire une petite comparaison entre la Belgique et la RDC. On notera par exemple que s'agissant de la conformité à la CITES, les cadres légaux belges et congolais sont conformes à la CITES. Il y a l'existence des organes de gestion et des autorités scientifiques dans ces deux pays. Il y a une collaboration entre différents services qui interviennent dans la chaîne d'application de la loi. Et il y a certaines incriminations qui sont prévues. Par exemple, en Belgique, il y a des sanctions qui vont de 6 mois à 5 ans de servitude pénale et ou des amendes allant de 208 à 400 000 euros. Et pour la RDC, nous avons des incriminations et des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de servitude pénale et des amendes qui peuvent aller de 100 000 à 100 millions de francs congolais, soit autour de 40 à 400, non, de 40 dollars à 40, de 40 euros à 40 000 euros. Donc, c'est fait un peu faible par rapport à la Belgique. Et vous verrez là, tout en petit, j'ai essayé de reprendre certaines législations qu'on retrouve dans les deux pays que vous pourrez lire aisément. On constate également, depuis les années 2010, qu'il y a une évolution des politiques internationales face à l'émergence de la criminalité liée aux espèces sauvages. Ce phénomène est en plein essor et ça ne peut laisser indifférent la communauté internationale. C'est ainsi qu'il y a certaines politiques qui sont prises au niveau international, donc dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, mais également dans le cadre de la CITES. Nous allons citer par exemple certaines résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies sur la lutte contre les trafics des espèces sauvages. La première résolution a été prise en 2015, c'est la résolution 69-314. Et la dernière, en date, a été prise en 2021, la résolution 75-311. Au niveau européen, il y a un plan d'action révisé de l'Union européenne contre les trafics des espèces sauvages de 2022. Le plan initial datait de 2016. Et au niveau africain, il y a une stratégie africaine sur la lutte contre l'exploitation illégale et le commerce de la faune et de la flore sauvage de 2015. Au niveau de la CITES, il y a plusieurs résolutions qui sont prises, des résolutions mais aussi des décisions. C'est notamment la résolution CONF 17.4 sur les trafics, sur les stratégies de réduction de la demande pour lutter contre le commerce illégal d'espèces CITES. C'est une résolution de 2016, mais il y a également plusieurs décisions qui ont été prises lors de la dernière conférence des parties qui s'est tenue à Panama en 2022, notamment portant sur la lutte contre la fraude, la criminalité en matière des espèces sauvages liées à Internet. Rappelez-vous, j'ai parlé de la cybercriminalité, mais il y a également des résolutions qui portent soutien à la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Donc, on constate donc cet éveil au niveau international. C'est comme ça que nous avons de plus en plus des politiques, des stratégies, des résolutions et des décisions qui sont prises afin de pouvoir lutter contre cette criminalité. Il existe également un partenariat mondial contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Et dans le cadre de la CITES, il y a un partenariat entre la CITES, l'Interpol, l'UNODC, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de douane, qui a donné naissance au Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Ce consortium existe depuis 14 ans déjà, donc depuis 2010. Et grâce à ces consortiums, il y a plusieurs actions de terrain qui ont été menées et qui ont permis de réaliser beaucoup de saisies. Ici, sur l'image, vous avez deux photos. La photo d'un journal où on y reprend des saisies d'une cargaison. Et à gauche, c'est justement cette cargaison qui a été saisie en Thaïlande en avril 2015. Et les produits qui étaient là, c'est des livoires d'éléphants.
De 2020 à 2024, grâce au travail de ces consortiums, il y a eu 140 000 saisies dans 162 pays et territoires. De 2011 à 2017, il y a eu notamment 325 tonnes d'ivoire saisies. Là, je parle bien de 325 tonnes. Donc, je permettais essayer d'imaginer combien d'éléphants ont été braconnés pour prélever 325 tonnes d'ivoire. De 1999 à 2016, il y a eu 180 000 saisies dans 149 pays, avec près de 6 000 espèces représentées dans le commerce illégal ces 30 dernières années, ce qui représente à peu près 10% de la situation réelle. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un commerce illicite, donc qui s'est fait dans le noir, et les chiffres que nous avons, c'est à partir des saisies qui sont opérées. Or, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On estime que seuls 10% des produits de ce marché n'est saisi. Dans le cadre toujours de ces partenariats, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs opérations qui ont été réalisées par le Consortium international de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. En 2020, il y a eu 113 pays qui se sont mobilisés pour mener l'opération Thunder 2020. Et ça a permis d'arrêter près de 700 personnes. Et parmi les produits saisis, il y avait notamment 1300 kilos d'ivoire. Et en parcourant les tableaux, vous verrez qu'il y a plusieurs autres opérations qui ont été réalisées, telles que Cobra 3, Cobra 2, des opérations célèbres et qui permettent de réaliser beaucoup de saisies et des arrestations. S'agissant du bilan ou de l'évaluation de la CITES, comme je l'ai dit, nous avons mobilisé 45 indicateurs au total, 16 indicateurs au niveau international et 25 indicateurs au niveau national. Je vais vous épargner de beaucoup de détails, mais vous verrez, je vais peut-être insister sur quelques indicateurs des 16 que nous avons pu mobiliser au niveau international. Et parmi ces indicateurs, il y a notamment l'adhésion à la CITES. Nous avons essayé de voir à quel rythme les pays adhèrent à la CITES depuis sa signature, la conscience de la norme, les enjeux et les intérêts, l'application nationale ou la transposition. Nous avons également des indicateurs sur l'existence des structures chargées de la mise en œuvre de la CITES, des moyens financiers et logistiques, la production des rapports, les décisions, ainsi de suite. Au total, nous avons mobilisé 16 indicateurs. Et là, nous allons passer en revue quelques-uns de ces indicateurs. Il y a par exemple l'indicateur 3 qui porte sur la catégorisation CITES des lois nationales. Au niveau de la CITES, périodiquement, il y a une étude ou une analyse qui est faite des différentes législations des États, des partis, pour se rassurer que ces législations sont en mesure de faciliter la mise en œuvre de la CITES au niveau national. Et on constatera que nous avons 56% dans la catégorie 1 où nous avons des législations conformes à la CITES. Nous avons au total 56% des partis ont des législations conformes à la CITES. Nous avons 24% des législations partiellement conformes à la CITES. Nous avons 16% des législations ne remplissant pas les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la CITES. Et il y a 3% des pays qui ont été non évalués. Il s'agit là de nouveaux membres qui ont adhéré à la CITES. Et il y a également 1%, ce sont des organisations régionales telles que l'Union européenne qui est partie à la CITES. Voilà, déjà à ce niveau, on peut déjà avoir quelques inquiétudes.
nous n'avons que 56% des législations nationales conformes à la CITES. Ça donne déjà une idée que c'est quasiment une moitié. Et donc, s'interrogeant sur l'effectivité de cette convention ou de son efficacité, on peut déjà avoir une idée, c'est dire que c'est moitié-moitié. Nous avons également un autre indicateur, l'indicateur DIS sur les mécanismes CITES. Et là, nous avons fait recours aux différents rapports mondiaux sur la criminalité liée aux espèces sauvages de l'UNODC dont je vous ai parlé tantôt. À lire le rapport de 2016, 2020 et 2024, on constate qu'il y a une évolution des saisies des espèces sauvages. Et malheureusement, ceci est un indicateur, justement, qu'il y a un ça ne va pas. On peut se dire, mais en dépit de tous ces mécanismes de régulation mis en place par la CITES, en dépit de tout le partenariat pour lutter contre cette criminalité, malheureusement, les saisies, il y a une forte augmentation de la demande et par conséquent, il y a une forte augmentation des saisies. Et donc, c'est un indicateur qui nous permet de voir le niveau d'exécution ou d'effectivité et d'efficacité de la CITES. Un autre indicateur, c'est sur les moyens financiers qui sont assez faibles. Ce qui peut peut-être vous surprendre, c'est que le budget annuel de la CITES, s'agissant du fonds d'affectation spéciale, n'est que de 6 millions. La CITES reçoit des financements externes de plus ou moins 12 millions. Donc, ça lui fait globalement un peu moins de 20 millions par an contre un trafic qui génère 23 milliards de dollars. Vous voyez déjà qu'il y a un gros déséquilibre et que les moyens qui sont mis en œuvre ne permettent malheureusement pas de faire face aux dangers que nous avons en place. La conséquence, c'est que plusieurs résolutions et décisions de la CITES sont non appliquées, faute de moyens malheureusement. Plusieurs appuis aux parties pas envisageables. La Convention prévoit de pouvoir appuyer certaines parties, mais malheureusement, faute de budget, cela n'est pas possible. Le personnel du secrétariat de la CITES est en sous-effectif, alors que le volume de travail est croissant, malheureusement. Au niveau national, là, je vais passer vite. Nous avons essayé d'évaluer un peu la mise en œuvre de la CITES en Belgique et en RDC. S'agissant du cadre légal, nous avons relevé quelques faiblesses, en dépit du fait que ces pays rentrent dans la catégorie 1 des lois CITES, mais il y a des faiblesses. Par exemple, s'agissant de la Belgique, on a relevé la complexité du cadre légal avec plusieurs niveaux. Il y a le niveau européen, le niveau fédéral et le niveau régional. S'il y a des Belges ou des spécialistes de droit belge en ligne, ils savent de quoi on parle. Il y a également la question des livoirs pré-convention qui pose problème parce que 60% commercialisés illégalement. S'agissant de la RDC, par exemple, on a constaté l'absence de mesures d'application. Il existe des textes de loi qui prévoient certaines mesures d'application, des décrets, des arrêtés, mais qui malheureusement ne sont pas pris. Il y a une législation complémentaire incomplète. Il n'y a par exemple pas de texte de loi sur les techniques d'enquête spécialisées. Et malheureusement, il y a également la dévaluation des taux d'amende avec la dépréciation du franc congolais. Des peines maximales de 10 millions équivalaient en 2014, non, 100 millions équivalaient en 2014 à 80 000 euros. Et en 2020, c'est passé à 45 000 et aujourd'hui, c'est un peu moins de 30 000 euros. Au niveau de la répression pénale ou du système judiciaire, on a remarqué qu'en Belgique, sur les 1174 dossiers enregistrés de 2015 à 2019, seuls 22 ont pu être portés devant un tribunal, ce qui ne représente que 1,87%. En RDC, sur la période allant de 2010 à 2020, 3 967 dossiers ont été enregistrés, dont 1464 ont été portés devant un juge, soit 36,9%.
qui ont donné lieu à 33 jugements de condamnation, soit 0,83% malheureusement. Quels sont les résultats globaux de cette évaluation de la mise en œuvre de la CITES? Comme vous pouvez les voir et comme vous pourrez peut-être les lire beaucoup plus en détail dans l'ouvrage, vous verrez que pour chaque indicateur, nous avons pu, dans une première colonne, donner l'indicateur, puis la cible évaluée, donc s'agissant de l'effectivité ou de l'efficacité. Et à côté, nous avons donné le degré ou le niveau de réalisation de chacune des indications. Et nous avons une petite légende. A, c'est très bon. B, c'est bon. C, c'est moyen. D, c'est faible. Et E, c'est difficilement mesurable ou n'a pas pu être mesuré. Et vous verrez comme ça, en parcourant les différents indicateurs, la cote qui a été attribuée à chaque indicateur. Globalement, voici la situation que nous avons pu dégager. S'agissant du niveau international, donc la CITES à l'international, s'agissant de son effectivité, ça a été évalué à 76,56%, son efficacité évaluée à 54,68%, et au total, ça donne une moyenne de 65,62%. S'agissant de la mise en œuvre en Belgique, l'effectivité évaluée sur base de l'analyse des indicateurs fixés dès le départ à 70%, l'efficacité à 53% pour une moyenne de 61,5%. Et pour la RDC, l'effectivité évaluée à 66%, l'efficacité malheureusement en dessous de la moyenne 34% pour une moyenne globale de 50%. En somme, bien que des efforts aient été accomplis au niveau international et national, l'ampleur du trafic des espèces sauvages demeure très préoccupante, due en partie au faible niveau d'application et d'efficacité de la CITES et des lois nationales. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme conclusion? C'est que globalement, il en ressort que les efforts qui sont consentis par les États sont énormes, comme vous avez pu le voir, avec des opérations qui peuvent aller jusqu'à mobiliser une centaine d'États partis à la CITES, mais malheureusement, ces efforts ne sont pas encore suffisants. Il y a certaines difficultés dans la mise en œuvre de la Convention qui ont été relevées. Outre les problèmes de transposition, on constate que les parties sont écartélées entre les pesanteurs d'ordre économique, scientifique et politique. Vous voyez, même lorsqu'on assiste à des conférences des partis, lorsque des décisions doivent être prises, certains États sont conditionnés, si on peut le dire ainsi, ou orientés, parce que derrière le vote pour telle ou telle autre décision, il y a des enjeux financiers, et malheureusement, cela joue pour beaucoup également. Et pareille situation affecte les degrés d'effectivité et d'efficacité de la CITES. Toutefois, il y a lieu de reconnaître que la non-régulation de ces commerces aurait certainement eu pour conséquence la disparition de plusieurs espèces qui n'auraient pas bénéficié d'un régime spécial de protection. Donc, c'est pour dire qu'en dépit de toutes les critiques qui peuvent être formulées ou des faiblesses qui ont été relevées, la CITES a permis de maintenir un certain équilibre, car depuis 1973 ou 1973 jusqu'à ce jour, aucune espèce n'a été déclarée éteinte. Enfin, nous avons formulé un certain nombre de recommandations. Tout d'abord, des recommandations d'ordre général. Il faudrait s'assurer d'appliquer la Convention et les lois en leur état, car un des constats est le faible niveau de leur mise en œuvre. On a constaté que des lois existent, la Convention, les textes de la Convention peuvent être clairs, mais malheureusement, ils ne sont pas mis en œuvre. Il faudrait se doter des moyens conséquents. De notre évaluation, on a pu constater qu'il y avait des moyens humains déficients, il y avait des faibles moyens financiers, logistiques et scientifiques, et qu'il fallait que les États puissent se doter des moyens conséquents
leur permettant de lutter contre cette criminalité. Quelques recommandations ont été formulées à l'endroit de la CITES. Notamment, nous avons suggéré des amendements et réformes visant notamment l'institution d'un mécanisme financier en appui à la CITES, qui pourrait s'appeler fonds CITES. Et donc, on propose qu'il y ait un fonds qui soit mis en place et qui puisse permettre de lever des financements et des financements conséquents qui pourraient permettre à la CITES d'atteindre son objet. Nous avons proposé d'étendre l'objet de la CITES en y incluant notamment la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Et là, nous avons proposé l'insertion des articles 2.4 et 8.1. Donc, dans l'ouvrage et dans l'étude, si vous parcourez, vous verrez que nous avons même proposé des textes, une formulation qui prendrait cela en compte. Et nous avons chaque fois expliqué qu'est-ce que cette nouvelle disposition, qu'est-ce que cet amendement pourrait de concret apporter pour améliorer l'effectivité et l'efficacité de la CITES. Dans une vision prospective, nous avons recommandé l'élargissement des compétences de la Cour pénale internationale en vue d'y insérer l'écocide comme 5e crime sur la liste des crimes relevant de cette Cour, tel que limitativement énuméré à l'article 5 du statut de Rome, car nous pensons qu'avec ce 5e crime, ça permettra de pouvoir lutter efficacement contre cette criminalité qui prend des proportions très inquiétantes. Quant aux États ou à la mise en œuvre au niveau national, nous avons suggéré de pouvoir renforcer ou compléter les cadres légaux sur la CITES, là où il y a des gaps, des vides ou des mesures d'application à prendre, il faut les prendre. Nous avons suggéré le renforcement des capacités humaines et techniques des agences d'application des lois. Nous avons proposé le développement des stratégies nationales de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Ce type de stratégie existe dans certains pays, mais en Belgique et en RDC, malheureusement, ces États n'ont pas cette stratégie. Et enfin, nous avons suggéré, recommandé de pouvoir renforcer le rôle du pouvoir judiciaire dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Voilà, professeur François, l'économie de mon exposé. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cette riche conférence. Écoutez, nous allons maintenant passer à la période de questions. La fin de la conférence midi est prévue pour 14 heures. Professeur Machini Mwata, est-ce que je peux vous inviter peut-être à arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse retourner en galerie pour la période de questions? Oui, oui. Voilà, c'est fait, professeur. Excellent, merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui étaient posées dans le chat. La plupart des questions portent sur les enjeux d'effectivité, sur les différents obstacles qui expliquent pourquoi, soit au niveau international ou sur le plan national et régional, il y a des enjeux, comme vous l'avez souligné, d'efficacité et d'effectivité. Mais j'invite peut-être les gens à lever la main et à prendre directement la parole pour vous poser ces questions-là. À la limite, je pourrais prendre vers la fin un peu de temps là, pour revenir sur certaines questions qui auraient été posées dans le chat et qui n'ont pas été posées en direct, mais je pense que c'est probablement la façon la plus intéressante de fonctionner, de me tourner vers les personnes présentes en ligne et de leur demander de prendre la parole et de vous poser des questions. Sinon, il y a eu beaucoup de commentaires positifs aussi dans le chat, donc plusieurs personnes vous remercient pour la qualité de votre présentation et je pense que je parle au nom de mon collègue également, en disant qu'on a beaucoup apprécié votre intervention aujourd'hui. Voilà. Merci, professeur. Je suis là. Donc, je vois qu'il y a une main levée. Il y a Christophe Mbouilly qui est le premier à avoir levé la main. Donc, monsieur, la parole est à vous pour votre question. Monsieur Mbouilly, vous voulez poser votre question? Sinon, j'ai aussi Anne-Anne Letta Patrick qui a levé la main.
N'hésitez pas à prendre la parole. Bonjour, cher professeur. Est-ce que vous Bonjour, m'entendez? on vous entend. Je peux continuer? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez Ok, allumer votre merci, caméra merci, également si vous le merci. souhaitez. Merci, monsieur le professeur, pour la parole. Je remercie les organisateurs du forum. Je remercie aussi le professeur Cléo pour une très bonne présentation. J'ai suivi avec joie tous les éléments que vous avez présentés. J'ai eu à participer à la conférence des partis de la CITES, la 16e conférence des partis à Johannesburg, en Afrique du Sud. La délégation congolaise était dirigée par un pasteur qui dirigeait l'Institut congolais sur la conservation de la nature. Mais quelques questions étaient soulevées. La première question consistait, en fait, se référer à la dimension humaine. Je suis juriste, je suis également anthropologue. Je travaille pour le Climate Change Institute euh, aux États-Unis ici. C'est la question de savoir, c'est la question par rapport à la réceptibilité du droit international. Ça, c'est la première question. Vous savez, notre pays ratifie et signe et ratifie beaucoup de traités, beaucoup de conventions au niveau international, mais il n'y a pas une sorte là de suivi au niveau national. C'est-à-dire, lorsqu'on a ratifié beaucoup de textes au niveau international, il faut faire ce qu'on appelle l'inventaire de textes. Vous avez beaucoup de textes qui ne sont pas incorporés dans notre arsenal juridique. Le juge n'est pas update. Le juge n'est pas formé. C'est-à-dire, peut-être beaucoup de textes que vous êtes en train d'évoquer là, le juge naturel au Congo n'est même pas informé à cause de la réceptibilité du droit international. Il y a les endroits où on fait le refaire, mais lorsque vous arrivez à ce refaire-là, vous ne trouvez pas ce texte-là. C'est-à-dire, peut-être le premier travail pour une bonne application au niveau national consisterait à ce que la vulgarisation soit faite, que la formation soit faite au niveau des juges et des magistrats par rapport aux lois concernant la CITES, comme vous venez de le dire. S'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas appliquer. Ma petite inquiétude aussi, c'est par rapport à l'application concrète de ce texte-là. Vous voyez, prenons le cas des bonobos. Lorsque vous arrivez à Kinshasa, vous allez vers Kimweza, vous trouvez les Lola Yaba Bonobo, un sanctuaire où on protège les bonobos. Une espèce en voie de disparition. Quel est le constat des populations riveraines? Ils ont comme impression qu'on traite mieux les animaux qu'eux-mêmes les individus. Vous savez, ces gens-là vivent sur cet espace-là depuis très longtemps. Ils se rendent compte qu'il y a les soins médicaux appropriés pour les singes, il y a une nourriture à temps pour les singes, alors que peut-être eux-mêmes les humains ne sont pas dans ces conditions. Voilà pourquoi j'ai eu à mentionner la dimension humaine de l'applicabilité de ce texte. Prendre seulement quelques individus, en faire des gardes ou bien en faire des cuisiniers ne suffit pas à intégrer la population locale et autochtone. Il y a aussi le niveau du traitement. Et ces gens-là se plaignaient, ils posent des questions, mais nous, on est toujours ici depuis très longtemps. Bien sûr, ce n'est pas le travail de la communauté internationale. Il appartient à chaque État, dans ses pouvoirs ou devoirs régaliens, de s'occuper de sa population. Mais y penser, c'est aussi important. C'est-à-dire, pour préserver les espèces à ne pas disparaître, les protéger contre le braconnage, toutes ces histoires-là, il faudra aussi penser au fait que ces populations-là qui habitent dans ces environs, ils ont à manger. Parce que dès qu'ils n'ont pas à manger, dès qu'ils n'ont pas à boire suffisamment, ils vont chasser naturellement. La loi ou le texte dans son application au niveau juridique ne suffit pas. Il faudra combiner d'autres éléments. Merci pour la parole. Merci, M. Mboui. Je vois qu'il y a 4 mains levées. Ce que je propose de faire, professeur Machini, c'est de
prendre les questions, puis ensuite de vous donner la parole pour répondre en bloc aux différentes questions qui vont être posées. Puis s'il nous reste du temps avant 14 heures, ben, peut-être que je me tournerai à nouveau vers les participants pour d'autres questions. Donc, parmi les gens qui ont levé la main en ligne, j'ai Anne-Anne Léta Patrick, il y a Monsieur Patrick Bakwa, Taba Grégory et également Yambeng Muanuzuka Fiston. Donc, je vais prendre ces questions-là et par la suite, je donnerai la parole au professeur Cléo pour qu'il puisse répondre aux différentes questions. Donc, d'abord, Anne-Anne Léta-Patrick. Merci beaucoup pour la parole. Merci, professeur, pour la conférence. En fait, ma première question est de savoir s'il y a un lien entre le commerce illicite des espèces sauvages et le financement de groupes armés, y compris la prolifération des armes. Et puis, je voulais savoir, est-ce que, à côté des mécanismes légaux, entre autres la CITAS, est-ce qu'il existe d'autres mécanismes de traçabilité et de canalisation d'approvisionnement responsable des espèces sauvages? Et à côté de ça, est-ce qu'il n'y a pas une industrie, comme c'est le cas par exemple dans les mines? Vous savez, il y a des consommateurs finaux qu'on les appelle des fois de l'industrie. Est-ce qu'il n'y a pas une industrie des consommateurs des espèces sauvages? Et si oui, quelles sont les initiatives que posent les consommateurs finaux, s'ils existent, entre guillemets, des espèces sauvages? Merci. Merci, monsieur. Patrick Bakwa, la parole est à vous. Bonjour, cher professeur. Bonjour, Patrick. Oui, on vous entend. Oui, très bien. Merci beaucoup, cher professeur Cléo. Je suis très, très fier de vous. Je salue la pertinence de votre conférence et surtout, je tiens aussi à saluer votre combat dans le secteur. Vous avez une notoriété pour le moins indicible. Ça, il faudrait l'avouer. J'ai juste quelques petites préoccupations. La conférence de la CITES de septembre 2016 à laquelle nous avions pris part, cette conférence à laquelle faisait allusion justement le premier intervenant, parlait notamment sur les Psittacus erythacus, donc les perroquets gris, qui étaient finalement rentrés à l'annexe 1 de la CITES, donc totalement protégés. J'aimerais quand même que vous puissiez nous situer aujourd'hui sur les enjeux de du commerce illicite de cette espèce, parce que nous le savons, en RDC, il y a encore des soucis dans ce secteur-là et vous êtes bien situé à votre niveau pour nous en parler dans des détails beaucoup plus précis. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui exactement? Parce qu'il y a quand même, il faut le dire, malgré que cette espèce soit inscrite à l'annexe 1 de la CITES, il y a quand même un certain nombre d'activités commerciales pour le moins illicites. Et quelles sont les mesures que vous aviez prises ou les mesures que vous êtes en train de prendre aujourd'hui? Je parle de la CITES. Et puis la dernière préoccupation concerne les rhinocéros blancs. Vous n'en avez pas véritablement fait allusion, mais il se trouve que cette espèce également connaît quelques soucis déjà en termes de diminution de ces spécimens. Quels sont les éléments au niveau de la CITES qui ont été pris pour pouvoir contraindre les États parties à pouvoir véritablement redimensionner l'action ou, si vous voulez, l'action de la commercialisation véritable de cette espèce? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'il en existe encore? Je sais que pas trop. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Merci. Merci, M. Bakwa. Taba Grégory, la parole est à vous. Oui, merci beaucoup pour la parole, monsieur le professeur. Avant toute chose, je tiens d'abord à présenter toutes mes civilités à monsieur le professeur Cléo pour sa brillance ainsi que son exposé un peu en brio. Mais ma question c'est basée plus sur les causes d'extinction des espèces sauvages.
Lors de l'exposé du professeur, le professeur a cité certaines catégories de l'extinction des espèces sauvages, mais il s'est plus borné sur la première catégorie relative au commerce international illicite. Alors, je voulais un peu savoir en quoi ou de quelle manière les habitats ou la destruction des habitats ou du changement climatique contribue-t-il dans l'extinction des animaux ou des espèces sauvages? Donc, voilà un peu ma question par rapport à cet exposé. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Grégory. Dernière question de la part de Yambeng Muanan Souka Fiston. La parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur François, pour l'accord de la parole. Je tiens d'abord à remercier le professeur Cléo pour son exposé si pertinent quant à sa rectitude ainsi qu'à sa justesse relativement au thème aussi bien intéressant. Merci. Monsieur Cléo, ma question est celle de savoir, concernant les trafics illicites, les espèces qui sont menacées, j'aimerais savoir, par rapport aux pays en situation de guerre, soit par rapport aux pays en situation de conflits armés, est-ce que pouvons-nous dire, ou soit, pardon, par rapport aux pays en situation de conflit, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et efficiente de la Convention de Washington? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est relativement liée, à savoir, en rapport avec la coopération internationale. J'aimerais savoir, la RDC a adhéré à cette convention il y a de cela des décennies. Par contre, la RDC connaît des situations compliquées à l'est de son pays. Est-ce que pouvons-nous dire que la volonté politique des États membres de cette convention est complice ou encourage ces trafics illicites ou illégaux? Puisque parmi les pays qui font partie des États membres de la Convention de Washington figure la RDC. Alors ces pays n'ignorent pas que la RDC rencontre des situations compliquées, des situations de guerre, des conflits, des situations de 1-23, et j'en passe. Est-ce que pouvons-nous dire que ces problèmes que rencontre la RDC, les différents pays qui font partie de la Convention de Washington, encourage-t-il cette situation? Encourage-t-il cette situation? Donc, c'est un peu ça ma question. Merci. Merci, Monsieur Fiston. Donc, je me tourne vers notre conférencier du jour, professeur Cléo. Je vous invite à prendre la parole, à répondre aux différentes questions comme vous le souhaitez, dans l'ordre que vous le souhaitez. Et par la suite, s'il nous reste du temps, il y a différentes questions qui ont été posées sur le chat, donc j'en ferai la synthèse, puis ça nous mènera tranquillement vers la conclusion de cette conférence midi. Donc, professeur? Oui, merci, merci professeur Roch et merci à tous les participants qui m'ont posé des questions. Merci pour vos commentaires et vos mots gentils à mon endroit. J'ai reçu quelques questions de 5 participants. Je vais essayer d'y répondre. Je vais commencer par l'intervention des collègues Mbouyi et Patrick Bakwa. S'agissant, par exemple, de la COP 16, effectivement, je faisais également partie de la délégation de la RDC, donc nous étions ensemble à Johannesburg, et les éléments que vous soulevez sont pertinents. S'agissant, par exemple, du perroquet gris à queue rouge, en 2016, la conférence des parties a décidé de classer ces spécimens à l'annexe 1. Mais malheureusement, en 2016, la RDC avait émis une réserve. Et donc, ces dispositions ne pouvaient pas s'appliquer pour le pays. Et lors des tractations, j'étais là et je poussais la RDC à ne pas prendre cette décision. Mais malheureusement, la réserve avait été émise. Mais en rentrant au pays,
des échanges, un lobbying avait été mené par certaines organisations et nous avons réussi à convaincre le gouvernement qu'il fallait lever cette décision. Mais depuis là, il n'y a pas d'évolution concrète parce que, rappelez-vous, le cadre légal de la RDC en la matière depuis la COP 16 n'a malheureusement pas évolué. L'actuelle liste des espèces protégées que nous avons en RDC a été déterminée par un arrêté de 2006, donc un arrêté qui va faire bientôt déjà 20 ans. Et c'est cet arrêté qui détermine quelles sont les espèces qui sont, au sens de la législation congolaise, intégralement protégées, partiellement, ou qui ne le sont pas. Et donc, il y a du retard à pouvoir adapter notre cadre légal ou de pouvoir mettre à jour la liste des espèces qui sont intégralement protégées. C'est également le cas des pangolins en RDC, au terme justement de cet arrêté de 2016. Les grands pangolins, seuls les grands pangolins sont intégralement protégés, mais les petits pangolins sont partiellement protégés. Donc à ce niveau, la solution, c'est notamment mettre en œuvre une des recommandations que nous avons formulées, c'est de pouvoir mettre à jour son cadre légal, notamment en prenant certaines mesures d'application. Monsieur Mbouyi, vous avez relevé le fait que, bon, le problème de réceptivité du droit international, ben, vous avez parfaitement raison. Je pense que je l'ai également relevé un moment. Certains pays, ce n'est pas que la RDC, mais certains pays, lors de conventions internationales, lors de conférences des parties, voulais-je dire, des conférences internationales, certains pays sont courtisés, si on peut le dire ainsi, par d'autres, et pour arracher leur voix. Et malheureusement, ils y vont peut-être sans préparation, ce qui fait que ces conventions ne s'appliquent pas au niveau de leurs États parce que des mesures concrètes ne sont malheureusement pas prises. Et donc, de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous. S'agissant de la dimension humaine, je suis bien d'accord que tout autant qu'il faille protéger la faune et la flore sauvage, naturellement, il va de soi qu'il faudrait assurer le mieux-être et le mieux vivre à la personne humaine. Mais bon, disons que c'est l'État qui en premier devrait prendre ses responsabilités pour le faire. Mais ça n'empêche que lorsqu'il y a certaines dispositions qui sont prises, certaines lois qui sont favorables à la conservation de la nature, que nous ne puissions les appliquer parce que, d'autre part, l'État ou les gouvernements n'arrivent pas à réunir ou à remplir d'autres obligations. Vous avez voulu savoir s'il y avait un lien, je crois que c'est une question également de M. Bakwa, un lien entre le commerce illicite et le financement des groupes armés. Je crois que je l'ai relevé à un moment lorsque je mentionnais le fait que parmi les impacts de cette criminalité, de ce trafic illicite des espèces sauvages, il y a notamment des problèmes d'ordre sécuritaire. Effectivement, plusieurs rapports établissent le lien entre ce commerce illicite et le financement des groupes armés. Prenant le cas de la partie est de la RDC, on aura constaté qu'il y a plusieurs espèces de faune qui sont braconnées ou des espèces de flore qui sont des arbres qui sont coupés et commercialisés afin de pouvoir financer la guerre. Il y a donc un lien et un lien évident. Vous voyez, c'est des milliards de dollars que génèrent ces commerces illicites et malheureusement, ça permet également de financer des groupes armés et même le terrorisme. En dehors des mécanismes légaux, il y a également un certain nombre de stratégies qui sont mises en place. Et nous avons suggéré notamment qu'il y ait une stratégie de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Et au-delà de cela, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place, par exemple le système de gestion des stocks des produits qui sont saisis, ainsi de suite.
Ça permet d'avoir une grande traçabilité des produits qui sont saisis afin de se rassurer que ces mêmes produits ne reviennent pas dans le commerce. S'agissant de la contrainte, comment est-ce que la CITES peut arriver à contraindre les États? Bon, déjà, il y a un certain nombre de rapports qui sont produits annuellement. Et de ces rapports, la CITES les analyse. Et si jamais un État ne remplit pas ses différentes obligations ou ses engagements au titre de la Convention, il y a un certain mécanisme qui sont prévus. Il est prévu, par exemple, de faire recours à l'application de l'article 13 de la Convention. Mais il y a également un certain nombre de sanctions, telles que la suspension du commerce. Et la RDC, par exemple, a été suspendue du commerce en 2014, fin 2013, début 2014. Et lorsqu'un pays est suspendu du commerce, ça veut dire qu'aucune espèce ne peut être commercialisée. Et en l'occurrence, s'agissant de cet exemple de la RDC, c'est parce que la RDC n'avait pas produit son plan d'action national pour les voir bannis en sigle. Et pour n'avoir pas produit ces plans, la RDC était suspendue du commerce et donc même les grumes des bois ne pouvaient pas être commercialisés. Monsieur Taba, vous parlez des causes d'extinction. Effectivement, je confirme que j'ai beaucoup plus parlé du trafic comme étant une des causes d'extinction des espèces, parce que justement, la thématique de cette convention, le thème de la convention a porté sur la lutte contre le trafic des espèces sauvages. Mais j'ai également mentionné qu'il n'y a pas, ce n'est pas l'unique cause d'extinction des espèces. Il y a les changements climatiques, il y a la destruction des habitats. Mais le lien entre destruction des habitats et extinction, les habitats, ce sont les habitats des lieux où vivent ces spécimens, ces espèces de faune. Et donc, si on détruit les lieux où ils doivent vivre, ils n'auront plus où vivre. Et en détruisant ces lieux, ça dépend aussi de quelle méthode est utilisée pour détruire ces habitats, il y a ainsi une perte de la biodiversité. Et donc, le lien est évident. Et s'agissant des changements climatiques, eh bien, tous ces dérèglements climatiques contribuent également à l'extinction des espèces. Certaines espèces qui vivent, par exemple, dans certaines régions où il fait froid, sont habituées à vivre dans le froid et ne peuvent survivre que dans le froid. Mais lorsqu'il commence à faire chaud, malheureusement, ces espèces seront amenées à disparaître. Et donc, il y a également ce lien qui est établi entre les changements climatiques et la destruction de l'extinction des espèces de faune et de flore. Et enfin, M. Yambeng, vous voulez savoir par rapport à la situation de guerre qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, je l'ai relevé en passant pour dire qu'effectivement, il y a une situation assez compliquée à l'est du pays. Mais quelles sont les mesures qui doivent être prises? Les conventions internationales protègent la nature, l'environnement, même en période de guerre, en période de conflit armé. Et donc, les belligérants doivent s'assurer de respecter les règles minimales pour protéger l'environnement. À défaut de les faire, il y a des sanctions qui peuvent être administrées. Et il y a lieu notamment de voir les affaires de la RDC contre l'Ouganda ou contre le Rwanda. Vous verrez que la Cour internationale de justice est revenue sur cela, a notamment fustigé le fait que l'environnement de la RDC était détruit durant les différentes guerres à l'est de la RDC. Est-ce que, bon, je crois qu'il va falloir dissocier un peu les choses. On parle de la mise en œuvre de la CITES, on parle de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. C'est vrai que la communauté internationale voudrait que la RDC puisse respecter ses engagements pris au titre de la CITES,
Mais bon, si elle ne sait pas respecter certains engagements parce qu'il y a la guerre, moi, je n'établirai pas directement un rapport entre la guerre et la CITES, mais je comprends votre inquiétude derrière. C'est que, et c'est une inquiétude que nous partageons tous, c'est que la communauté internationale, depuis l'avènement de l'Organisation des Nations Unies, voudrait qu'il y ait la paix et qu'il y ait la paix partout dans le monde. Et un des objectifs de l'Organisation des Nations Unies, c'est celui-là. Et nous espérons que toute cette communauté et toute la diplomatie qui est menée par le gouvernement congolais aboutira à ce qu'il y ait la paix. Est-ce qu'il y a des moyens bon, il y a d'autres moyens qui permettent d'assurer des moyens de contraintes ou de suivi. J'ai parlé du plan d'action national pour l'Ivoire. C'est un plan, par exemple, qui a été imposé à un certain nombre d'États, dont la RDC, pour s'assurer que le pays ou l'État parti arrive à honorer ses engagements pris au titre de la CITES. Voilà, professeur Roch, je pense avoir répondu à l'essentiel des questions que j'ai reçues. Merci beaucoup, chers collègues. Écoutez, il est 13h57 minutes. Est-ce que vous acceptez de dépasser le temps légèrement? Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Est-ce que vous êtes à l'aise de dépasser de quelques minutes, Maxime? Pas de soucis de mon côté. Pas de J'espère que ça ne souci, très bien. perturbe pas votre programme non plus. Bon, très bien. Donc, écoutez, je vais vous en faire la lecture et je vous laisserai éventuellement répondre à votre guise, là, peut-être faire la synthèse là, des différentes questions qui vous sont posées, puis d'y répondre là, comme vous le souhaiterez. Donc, j'y vais. Je ne vais pas nommer le nom de chaque personne, là. C'est mon collègue Blaise Pascal qui a réuni en un bloc là, les différentes questions qui ont été posées sur le chat. Donc, première question, quelles sont les stratégies les plus efficaces pour combattre le trafic illégal d'espèces sauvages, tout en soutenant les communautés locales dépendantes des ressources naturelles? Question suivante, comment appréciez-vous la mise en œuvre des politiques publiques en matière de lutte contre le trafic illégal d'espèces sauvages dans le bassin du Congo? Quels sont les défis principaux à relever pour endiguer le phénomène? Ensuite, existe-t-il des mécanismes préventifs de coopération pour parer à la surexploitation d'espèces marines menacées de disparition au regard de la pêche INN? Donc, on a beaucoup parlé des espèces menacées, là, des espèces terrestres, mais quid des espèces maritimes? Peut-on affirmer que la volonté politique des États membres de cette convention est complice ou encourage ce trafic illicite ou illégal? Et enfin, dernière question, comment le droit du commerce international réglemente ou peut réglementer le commerce illégal de ces espèces? Certaines questions sont très générales, d'autres un peu plus spécifiques, donc je vous laisse éventuellement voir comment vous aimeriez y répondre. Puis je regarde un petit peu plus bas s'il n'y a pas d'autres questions. Ah oui, une dernière question peut-être. Quelles sont les mesures mises en place pour protéger certaines espèces animales qui, bien qu'elles devraient être totalement protégées selon l'annexe 1, se retrouvent en annexe 3, donc non protégées en raison d'un manque d'actualisation de cette liste? Ce qui me permet peut-être de rebondir là, sur la dernière question et de vous poser une question en lien avec une soutenance de thèse à laquelle j'ai participé il y a quelques mois. C'est Madame Maïka Bakum-Dussault, qui était doctorante à l'époque à l'Université Laval et qui a le titre de docteur maintenant, qui a présenté et soutenu une thèse sur la convention CITES, mais dans le cadre des relations Nord-Sud. Donc, elle a mobilisé l'approche tiers-mondiste et elle, ce qu'elle a tenté de mettre en relief, c'est les difficultés parfois d'avoir consensus au niveau de l'identification des espèces et elle identifiait notamment des enjeux nord-sud sur le plan du partage des données, sur le plan de l'identification précise des espèces qui étaient menacées ou non. Donc, je me permettrais peut-être de vous lancer cette question-là très générale là, pour compléter les questions qui ont été posées sur le chat. Et je vous remercie déjà de votre générosité et puis d'avoir accepté de dépasser de quelques minutes là, le temps qui était prévu pour la conférence. Donc, voilà. Les questions qui étaient posées sur le chat. J'espère avoir rien oublié, mais écoutez, il y a déjà, je pense que vous avez déjà reçu suffisamment de questions, mais ça montre tout l'intérêt que votre conférence a suscité. Donc, à vous la parole, cher professeur. Merci, professeur Roch. Je vois que sur ces questions, il y a certaines qui ont déjà été posées.
Et donc là, les collègues avaient posé en ligne et ont levé la main et les ont posées. Donc je crois qu'il ne reste que trois questions, plus la vôtre. Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place tout en soutenant les communautés locales? Mais c'est une question pertinente. Je voudrais commencer par élever que dans le cadre de cette lutte, les communautés locales et les populations autochtones ont un rôle important à jouer. On ne peut pas envisager une stratégie de lutte contre cette criminalité sans prendre en considération cette dimension communauté locale et population autochtone. Ce sont généralement ces communautés qui vivent aux côtés de ces ressources. Et lorsqu'on parle des chasseurs, et généralement, ce sont ces communautés qui sont recrutées comme chasseurs ou comme guides pour pouvoir indiquer les lieux où on peut trouver telle ou telle autre espèce. Il va donc falloir qu'au niveau des États, comme suggéré, qu'on puisse développer des stratégies de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et que ces stratégies prennent en considération cette dimension. Et la stratégie devrait également prévoir le développement de certaines activités alternatives. Il faudrait trouver des moyens à ces communautés pour les empêcher de pouvoir aller exercer des pressions sur les forêts. Très souvent, ces communautés vont en forêt parce qu'elles manquent de ressources, elles manquent de moyens. Et l'unique source pour elles, c'est de pouvoir faire exercer une certaine pression sur les forêts. Est-ce que les politiques ou les stratégies publiques au niveau de la sous-région sont efficaces? Je dirais oui et non. Lorsqu'on considère par exemple la sous-région de l'Afrique centrale, on va se réaliser on se rend compte qu'il y a plusieurs structures qui ont été mises en place. Il y a notamment Comifac, il y a AXFA, il y a plusieurs stratégies, notamment le PAPECAF, qui est une stratégie sous-régionale. Mais en dépit de l'existence de ces politiques, de ces stratégies, de ces structures, malheureusement, cette criminalité continue à prendre de l'envol. Il y a de plus en plus de saisies qui sont signalées. Et je pense que globalement, il va falloir peut-être changer des fusils d'épaule ou revoir ces différentes stratégies. S'agissant de la préoccupation d'un autre participant sur le commerce, le droit du commerce international, mais là, j'aimerais juste rappeler qu'il y a une coexistence entre les normes de l'OMC et de la CITES. L'OMC est ici présenté comme étant la lex generalis, la loi générale, et la CITES comme la lex specialis et la loi particulière. Et donc, essentiellement, tous les différents en rapport avec le trafic illicite des espèces, c'est devant la CITES. Et là, en 1998, il y a même une affaire, l'affaire des crevettes et tortues qui a opposé l'Inde aux États-Unis. Et dans cette affaire, le comité, un des comités de l'OMC, le comité du commerce et environnement, a clairement relevé le fait que lorsqu'il y avait des conflits de ce type, il fallait se référer à l'accord multilatéral sur l'environnement, et ici en l'occurrence la CITES. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour protéger les espèces qui devraient se retrouver dans la catégorie des espèces non protégées, mais qui ne le sont pas encore, du fait que la législation n'est pas actualisée? Bon, de façon pratique, on a constaté que dans l'entendement collectif ou des structures qui sont chargées d'appliquer la loi, elles sont conscientes que certaines espèces devraient plutôt être listées dans l'annexe qui protège totalement, mais du fait de ces retards,
Malheureusement, on ne peut rien faire, mais il y a quand même quelques actions de terrain qui sont réalisées. On apprend par exemple que l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'ICCN en RDC, qui est du reste l'organe de gestion CITES, arrive à saisir des cargaisons des perroquets gris et des écailles des pangolins. Et donc, ce sont des mesures conservatoires qui sont prises en attendant qu'il y ait une évolution législative. Voilà, professeur. Et enfin, s'agissant de la thèse de notre collègue, qui a notamment relevé la difficulté d'identifier les espèces, oui, c'est effectivement une des grosses difficultés. Par exemple, lorsque vous êtes dans un poste frontalier, vous avez affaire à des douaniers qui voient la marchandise. Bon, ils ne savent pas forcément de quoi est-ce qu'il s'agit. Des fois, lorsqu'on fait passer des produits en ivoire, on peut leur dire ou mettre des mentions sur le carton qu'il s'agit par exemple des produits qui ont été fabriqués à partir de cornes de bœuf ou de tel ou de tel autre spécimen. Il y a également, c'est un problème majeur, le problème d'identification des espèces, mais il s'est développé un certain nombre de stratégies. Par exemple, en Afrique, il y a Africa Twix, c'est un réseau qui rassemble les différentes agences d'application de la loi qui peuvent échanger en temps réel dans le réseau, qui peuvent échanger, faire des photos de certains produits, les partager dans les réseaux et généralement, en un temps record, ils arrivent à avoir des réponses. Et lorsqu'il y a des doutes, il est recommandé que les agences puissent saisir les produits. Et je me rappelle, un autre participant avait posé la question sur la formation des magistrats, la vulgarisation des textes de loi. Je voudrais rassurer que c'est un travail qui s'est fait depuis plusieurs années. Juristral, par exemple, notre ONG, et même avec Patrick, on a une action qu'on est en train de préparer pour vulgariser le texte et sensibiliser les gens. Et depuis 2023, début 2023, Juristral a signé en partenariat avec le CRID et la faculté de droit de l'UPenn, nous avons signé un MOU avec l'Institut national des formations judiciaires, INAFORJ, et depuis là, nous organisons des formations spécialisées à l'attention des magistrats. Il y a donc des actions de terrain qui se font déjà et nous espérons que ça pourra produire du fruit. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Écoutez, il y a quelques autres questions qui ont été rédigées sur le chat, mais compte tenu de l'heure, je tenais peut-être à clore cette conférence midi, puis à inviter les gens qui ont des questions à passer par mon collègue Blaise Pascal, qui a partagé sur le chat ses coordonnées ou son adresse Gmail. Donc, si vous avez d'autres questions pour notre conférencier ou pour moi-même ou pour les membres de l'Observatoire, ben, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter et restez à l'affût de nos prochaines conférences. Donc, sachez que cette conférence-ci sera prochainement déposée sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à lui donner une seconde vie, à partager la conférence. Donc, sur ce, ben, écoutez, je tiens à vous remercier à nouveau, professeur Machini, pour la qualité de votre présentation, pour la qualité de vos réponses. Et je remercie l'ensemble des participantes et des participants. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre cycle de conférences. Donc, merci à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci, bonne journée. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette pertinence, pour cette opportunité que vous nous avez accordée de comprendre cette opportunité-là. C'est vraiment très important pour nous de participer à une pareille conférence qui nous apporte un plus pour cette société. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, professeur. Merci. À très bientôt. On garde contact. Merci, à bientôt. Au revoir.